Salut et bonjour à tous, c'est Frédéric, bienvenue de retour sur la French Connection. Et oui, hier, pour ceux qui m'ont suivi en tout cas, vous m'avez certainement vu avec Sean Atwood sur sa chaîne avec un live stream qui nous a permis de pouvoir développer l'affaire Brunel, le volet français bien sûr de l'affaire Epstein intéresse beaucoup de gens dans le monde entier et je pense que, en tout cas, j'essaie de contribuer à amener un certain nombre de réponses. Beaucoup d'enquêtes sont en cours, ce qui ne permettent malheureusement pas toujours de discuter dans le détail ce que nous savons, mais restez sûr en tout cas que le travail est fait, que nous continuons sans relâche. Voilà, tout de suite, on va passer au deuxième épisode du Zorro Ranch. Le Zorro Ranch, comme vous l'avez vu dans le premier épisode, une propriété, un domaine extraordinaire, un endroit où tout simplement Epstein avait décidé de s'établir, d'y construire un ranch, une piste d'atterrissage, des hangars pour ses hélicoptères et ses jets privés. Tout ça, on va se plonger dans la deuxième partie. Restez avec nous. Allez, c'est parti. Alors, il faut savoir que Jeffrey Epstein avait un plan, en tout cas, un plan pour le développement de ce ranch. Il avait aussi des idées derrière le concept eugénique qu'il embrassait à bras ouverts. Il avait décidé d'utiliser le Zorro Ranch comme une sorte de ferme où une vingtaine de femmes régulièrement seraient inséminées afin qu'elles puissent porter son ADN. On sait qu'il y a un certain nombre de gens, de certaines communautés, voire d'idéologies qui supportent cette idée de race supérieure en pensant que tout simplement que chaque être humain sur la Terre n'a pas le même potentiel génétique et que certains d'entre eux en tout cas sont au-dessus des autres. Alors, c'est une enquête qui avait été menée par le New York Times. Ils s'étaient tout simplement intéressés à savoir qu'est-ce que Epstein faisait là-bas. On a eu bien sûr un certain nombre d'interventions, de dépositions, d'affidavits, que ce soit Virginie Giuffre, mais aussi bien d'autres qui ont expliqué que, en effet, il est vrai que Jeffrey Epstein était sur le point de développer une sorte de laboratoire où l'ADN et son ADN seraient le centre d'intérêt. Voilà, tout de suite aussi, je vais passer sur une deuxième chose, vous expliquer qui était le propriétaire du Zorro Ranch. Il faut savoir qu'en 1993, quand Jeffrey Epstein avait acheté le terrain, puisqu'il n'y avait pas de propriété, c'était un terrain relativement nu, Jeffrey Epstein avait ouvert une compagnie qui s'appelle le Zorro Trust et puis très rapidement, quelques années après, les titres vont être passés dans une autre entreprise, une entreprise qui s'appelle Cypress Inc. Incorporated. C'est une compagnie qui aujourd'hui appartient toujours à Epstein et qui est donc propriétaire du Zorro Ranch et donc de son terrain. Alors, Stéphanie Garcia Richard, qui est la haute commissionnaire au terrain, au cadastre, celle qui est tout simplement responsable des titres, des baux, c'est elle qui supervise tous les contrats dans l'État du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Elle a d'ailleurs confirmé à la presse américaine qu'elle avait bien envoyé une lettre à Cypress Inc. leur expliquant qu'il était de leur intention et leur but était de récupérer les titres puisque Jeffrey Epstein est décédé, puisque Jeffrey Epstein était accusé de crimes assez graves et que certainement en tout cas ces titres n'auraient jamais dû être en possession de Jeffrey Epstein puisque comme je vous le disais c'était des terres de pâture et certainement pas pour des laboratoires expérimentaux pour simplement partager son ADN avec des femmes. Voilà, c'est un petit peu l'information qu'on a et je pense qu'en tout cas, sa démarche est tout à fait approprié. Comme vous vous en doutez, Jeffrey Epstein a des amis, il a des relations relativement vastes, il a un petit peu ses mains dans tous les paniers, il a des amis dans la politique, il a des amis dans les mondes économiques, il a aussi des amis très riches, des milliardaires, mais aussi des scientifiques et des gens du domaine de l'art, des artistes, mais aussi des grands noms de l'art aux États-Unis. Et d'ailleurs, en parlant de l'art, je vais partager avec vous maintenant une histoire qui s'est passée en 1995 où l'Académie des Arts de New York avait sélectionné un petit groupe de jeunes filles pour les envoyer au Zorro Ranch pour tout simplement participer à une biennale. C'est un grand rendez-vous des curateurs indépendants, des gens qui veulent présenter leur collection internationale, leur nouvelle création à une audience assez fortunée, des gens tout à fait comme Jeffrey Epstein qui aiment l'art, qui aiment
acheté l'art et Santa Fe était devenu donc un endroit qui deviendra de toute façon très important aux États-Unis dans le domaine de l'art. Alors, ce voyage, il est inspiré d'ailleurs aussi par le prestigieux peintre Eric Fischl, je suis désolé, je me rappelle jamais son nom, Eric Fischl. En tout cas, il était derrière ce déplacement puisque les jeunes étudiants, les jeunes illuminés, comme on dit en anglais, vont se déplacer à Santa Fe pour aller le rencontrer, célébrer l'ouverture de ce nouveau centre d'exposition de l'art et puis dans ce voyage, il y aura parmi le groupe un certain nombre de filles qui vont être invitées aux Zorro Ranch pour rencontrer Jeffrey Epstein. Elles vont rencontrer Jeffrey Epstein parce que Jeffrey Epstein avait annoncé qu'il avait un projet de peinture murale et que après ce séjour aux Zorro Ranch, en tout cas des heureuses gagnantes, aura l'opportunité de récupérer un contrat avec Jeffrey Epstein pour tout simplement faire une peinture murale aux Zorro Ranch. Alors bien sûr, vous imaginez que des jeunes dans le domaine de l'art, sortant de l'académie, juste diplômés, elles veulent du boulot, elles veulent se faire un nom pour elles-mêmes et c'est une opportunité extraordinaire. Alors avant de vous donner plus d'informations concernant ce voyage de ces étudiantes aux Zorro Ranch, des étudiantes de l'Académie d'art de New York, c'est important de donner un peu de crédit à Artnet puisque c'est eux qui ont pris l'initiative d'interviewer, de tout simplement de demander, de poser des questions à 3 des étudiantes qui faisaient partie de ce voyage, dont une jeune fille qui s'appelle Ursula Rudenberg. Elle va expliquer en tout cas le malaise et je dirais le sentiment un petit peu que quelque chose n'était pas à sa place. Il y avait quelque chose qui était bizarre. C'est quelqu'un qui avait l'habitude de rencontrer des acheteurs d'art. C'était quelqu'un qui avait l'habitude, en tout cas du milieu de l'art, d'évoluer au sein de gens très très fortunés. Et elle nous racontera un petit peu son expérience avec Jeffrey Epstein. Alors tout ça c'est intéressant puisque ça va permettre de corroborer aussi les histoires, les récits de Maria Farmer, qui avait donc rapporté le comportement de Jeffrey Epstein, mais aussi de la personne qui est derrière tout simplement l'Académie d'art de New York, une certaine Madame Eileen Guggenheim, qui était l'administratif en chef de l'Académie. C'était elle d'ailleurs qui avait organisé ce voyage aux Zorro Ranch puisqu'elle entretenait des liens très étroits avec Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein était un donateur de l'Académie d'art de New York, mais aussi quelqu'un qui entretenait des liens relativement privilégiés avec cette dame. On sait qu'elle a nié beaucoup de choses. Elle avait déjà aussi nié des choses concernant les récits de Maria Farmer en disant qu'elle n'avait jamais forcé Maria Farmer à vendre son art à Jeffrey Epstein pour la moitié du prix ou même voire lui avoir donné pour une bouchée de pain. Elle va nier tout, mais malheureusement, beaucoup d'informations qui sont remontées par ces étudiantes vont nous conforter, en tout cas dans cette thèse qu'il y avait bien et bien, en tout cas, quelque chose de pas clair avec cette Eileen Guggenheim, qui avait elle-même d'ailleurs nié qu'elle n'était jamais allée aux Zorro Ranch, puis elle s'était rétractée en expliquant qu'en effet, il était possible qu'en 1995, elle avait amené un petit groupe d'étudiantes pour rencontrer Jeffrey Epstein. Alors, comment on peut se rappeler un jour et oublier un autre? C'est tout simplement parce que on se perd dans ses mensonges ou peut-être tout simplement c'est que la vérité a fait surface et elle n'avait pas d'autre choix que de révéler ce qui s'était passé. Voilà, donc qu'est-ce qu'il s'est passé aux Zorro Ranch lors de cette visite? Ça, c'est la grande question et heureusement, on a le témoignage donc de Maria Farmer, mais aussi de Ursula Rudenberg qui vont nous expliquer que leur visite sur le ranch très rapidement s'est transformée en quelque chose où elles étaient mal à l'aise, elles se sentaient très instables, elles avaient l'impression que Jeffrey Epstein avait préparé une sorte de petit jeu d'impression, d'essayer de les impressionner, mais aussi de leur faire peur. Et quelque part, elles diront que c'était fait d'une manière très maladroite et Jeffrey Epstein leur avait fait peur avec des serpents, des crotales venimeux que vous trouvez, qui sont assez fréquents dans les endroits comme le Zorro Ranch au Nouveau-Mexique. C'est un endroit très sec, il faut savoir. Et puis, première chose qu'elles vont peut-être les étonner, c'est de voir que Jeffrey Epstein, avec Ghislaine Maxwell, qui est à l'époque, bien sûr,
au Zorro Ranch avec Jeffrey Epstein vivent tout simplement dans une caravane aménagée. Alors bien sûr, ils ne vivent pas comme des pauvres, il y a de l'argent, c'est quelque chose certainement de très luxueux, mais ils ne vivent pas vraiment dans la propriété principale puisque beaucoup de choses sont encore en construction et elles nous raconteront d'ailleurs qu'à l'époque, il n'y avait simplement qu'une petite épicerie au milieu du ranch et je crois qu'elle décrira aussi qu'il y avait un saloon. Voilà, j'y arrive, j'arrivais pas à me rappeler du mot. Alors, la visite va se continuer et puis il y aura toujours ce malaise. Elles ne font que de rappeler en tout cas ce mal-être. Elles ne comprennent pas vraiment où ces deux Ulubrius les emmènent. Elles ne comprennent pas en tout cas quel est le but du jeu, quel est en tout cas le but de la manœuvre. Quand elles rentrent dans le bâtiment, le seul bâtiment où il y a les cuisines et les tables pour pouvoir souper, puisqu'elles vont en effet souper au ranch, au Zorro Ranch ce soir-là, eh ben, en posant leurs vêtements, elles vont aller dans un placard, là où ce qui était prévu pour mettre vos affaires. Et là, Epstein ou Ghislaine Maxwell avait entreposé une sorte de squelette qui va sortir et qui était en tout cas très clairement disposé là-bas pour leur faire peur. Alors tout ça, elles l'ont exprimé en disant que c'était simplement, ça faisait partie d'une sorte de méthode de déstabilisation pour voir comment elles allaient réagir. Certaines diront que tout simplement c'était un petit peu des farfelus qui est dans le monde de l'art très friqués, qui tout simplement avaient des idées, des manières un petit peu bizarres. Mais en tout cas, le récit de ces trois jeunes filles est absolument indéniable. Elles n'étaient pas à l'aise, elles se sentaient que quelque chose n'allait pas, ne tournait pas rond et elles l'expliquent très clairement dans leur récit à Hartnett. Comme je vous le disais, donc cette soirée va se finir par un dîner où les filles, ces jeunes étudiantes vont être amenées à table. On va faire passer un sac, on va leur demander de fermer les yeux, on va leur demander de plonger leurs mains dans ce sac, il y aura différents objets. Ursula Rudenberg va nous expliquer qu'elle va retirer une sorte de petite poche avec de la gelée, sachant vraiment ce que c'était pas très agréable, elle nous dira. Et puis, éventuellement, elle va se rendre compte après que tout le monde ait ouvert les yeux, que c'est des sortes de petites pochettes en gelée que certaines femmes utilisent pour rembourrer les soutiens-gorge. Alors, pourquoi, comment Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell vont insister pour que les filles les placent dans leur soutien-gorge, voire celles qui diront oui, et bien sûr, celles qui diront non. Donc tout ça, c'était un jeu, c'était tout simplement, certainement, en tout cas, je le crois, un jeu pour identifier celles qui étaient vulnérables, celles qu'on pouvait pousser et celles qui, tout simplement, comme Ursula Rudenberg, qui ne trouvait absolument pas ça marrant du tout. Voilà, je finirai simplement par cette épopée en vous expliquant que personne finalement n'a été commissionné pour une fresque murale au Zorro Ranch. Il n'y aura pas de commission, il n'y aura pas de boulot pour ces jeunes filles. C'était vraiment certainement en tout cas un traquenard. La seule personne qui va être identifiée par Jeffrey Epstein d'intérêt, c'est Maria Farmer. Elle va dégoter une sorte de boulot en tant que conseillère artistique pour Jeffrey Epstein. Et elle nous expliquera, comme beaucoup d'entre vous en tout cas le sachent, elle nous expliquera son expérience et avec toutes les accusations qu'elle a faites, ainsi que sa sœur Annie Farmer concernant les abus sexuels qui régnaient au Zorro Ranch, mais aussi à New Albany chez Les Wexner, l'ancien CEO de Victoria's Secret. Donc voilà, on n'y a pas gagné, personne n'a gagné quoi que ce soit et la seule qui a récupéré un job, c'était un job qui venait avec de l'abus sexuel, avec de la terreur, avec bien sûr je dirais des abus psychologiques qu'elle a dû vivre, enfin son expérience. Il faut vraiment l'écouter pour y croire. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder sa dernière interview qu'elle a fait avec Whitney Webb parce que vraiment ça vaut le coup d'entendre. Ça vous permet en tout cas de mieux comprendre dans quel élément, dans quelle, je dirais, mentalité et psychologie elle a passé ces quelques années auprès de Jeffrey Epstein et Les Wexner et compagnie. Voilà donc simplement pour conclure sur ce petit voyage des Illuminés, de ces jeunes diplômés de l'Académie d'art de New York en 1995. Je pense que la conclusion que tout le monde a pu faire, c'est que Eileen Guggenheim, en tout cas, aurait pu être honnête dès le départ. Malheureusement, elle avait choisi de protéger Jeffrey Epstein. Elle avait certainement, en tout cas, essayé de se protéger elle-même, de protéger certainement l'institution qu'elle représentait, l'Académie d'art de New York, en mentant concernant les récits de Maria Farmer, puisqu'elle a toujours nié l'histoire de Maria Farmer en disant qu'elle n'était pas du tout au courant. Elle n'a jamais eu de plainte d'étudiante au retour de ce voyage
au Nouveau-Mexique, au Zorro Ranch, et puis elle avait de toute façon nié qu'elle était tout simplement jamais allée au Zorro Ranch. Donc là, quand on arrive à mentir à plus d'une reprise et toujours être dans le déni, puis éventuellement la vérité surface, eh ben, nous savons que nous avons affaire à une menteuse compulsive et que certainement, qu'est-ce qu'elle raconte, tout ce qu'elle nous raconte, on ne peut pas le prendre au sérieux. Voilà, tout de suite, je vais passer sur la deuxième partie de cette vidéo. On va regarder un petit peu la structure du ranch. On va essayer de comprendre en tout cas comment ce ranch il est articulé, quelles sont les terres adjacentes, les terres qui entourent Jeffrey Epstein. On va y jeter un petit coup d'œil. Restez avec nous, ça vaut la peine. Tout de suite, nous rentrons dans les configurations du ranch avec un certain nombre de détails qui sont associés au titre de propriété. Je vous mets tout ça en document et je vous retrouve tout de suite après. Alors, Epstein a acheté le Zorro Ranch, comme je vous le disais, en 1993. Ça s'étend sur à peu près 8000 acres, propriété de un terrain de 12 km². Il l'avait acheté à l'ancien gouverneur Bruce King, l'ancien gouverneur du Nouveau-Mexique, bien sûr, et on suppose qu'il l'avait acheté sous son vrai nom à l'époque, donc au nom de Jeffrey Epstein, puisque nous n'avons pas pu retracer les dossiers de 1993. Et je sais que beaucoup de gens ont eu des difficultés à retrouver des traces de documents. Cependant, les dossiers de l'évaluateur du comté de Santa Fe reflètent que Jeffrey Epstein avait, à partir de 2011, enregistré les titres de propriété du Zorro Ranch sous une entreprise qui s'appelait le Zorro Ranch Trust, et puis ensuite avait transféré les titres de propriété à une entreprise, comme je vous le disais, qui s'appelle Cypress Inc. Tout ça, ça va se passer en 2013. Alors, bien que le nom de Jeffrey Epstein ne soit pas indiqué sur les registres de Cypress Inc., le bureau des terres, le cadastre de l'État du Nouveau-Mexique, avait fourni au bureau de l'avocat général des documents indiquant que Cypress Inc. appartenait bel et bien à Jeffrey Epstein. D'ailleurs, ils avaient étudié un des titres qui représente à peu près 5 km² des terres fiduciaires, des terres de l'État du Nouveau-Mexique, appartenant à Cypress Inc. et qui étaient en location depuis 1997. Je pense que tout simplement, ils étaient déjà assez inquiets de voir des terres de pâturage utilisées à d'autres buts, à d'autres fins. Alors, selon les registres du comté, il a commencé à construire une écurie, des garages détachés et puis des maisons en 1994. Et puis, il a commencé à construire une sorte de grande propriété, certains le décriront comme un manoir, de plus de 3100 mètres carrés en 1999. Et puis, il va y ajouter un certain nombre de porches, de patios, et tout ça, ça va en tout cas donner une superficie totale en mètres carrés de 5334 mètres carrés de résidence. C'est absolument énorme. Tout le monde d'ailleurs au Nouveau-Mexique vous le dirait que c'est là le plus gros ranch du Nouveau-Mexique. Et pourtant, il y en a des très gros. Mais celui-là, c'est certainement en tout cas la plus grosse résidence. Il en va de soi que le gouvernement va poser des questions à la famille King en leur expliquant comment ça se fait qu'ils avaient pu vendre ces terres à Jeffrey Epstein, des terres destinées au pâturage, alors qu'il n'y a pas un seul animal sur le terrain. Donc tout ça, ça devait être justifié. Ils avaient aussi demandé à la famille King de justifier vraiment la superficie parce que c'est tellement énorme qu'ils voulaient être un petit peu plus précis avec les chiffres. La famille King va confirmer donc au bureau du secrétaire général, mais aussi au cadastre, qu'ils sont aussi eux-mêmes propriétaires des terrains qui entourent le Zorro Ranch. Donc ils ont encore beaucoup de propriétés sous leur nom qui leur appartient. Et ils vont aussi préciser au gouvernement du Nouveau-Mexique que la partie nord des parcelles de Epstein sont absolument énormes. On parle de 30 km² de terre qui appartient à quelqu'un qui s'appelle Tom Ford. Tom Ford, le designer, Tom Ford, celui qui fait des parfums, Tom Ford, tout le monde le connaît. C'est un grand nom et on peut aussi rappeler, je peux vous rappeler que le nom de Tom Ford figure sur le petit carnet noir de Jeffrey Epstein. Ça serait intéressant en tout cas à savoir comment ces deux-là se sont rencontrés, comment ça se fait qu'ils se connaissent. Alors tout de suite, je vous montre une petite carte qui va détailler en tout cas les terrains, les parcelles. Je
Je ne sais pas si ça va intéresser tout le monde. En tout cas, moi, ça me paraît assez intéressant de savoir dans quel contexte, qui achète ce genre de terre-là, pour quelles raisons, et voir un petit peu qui sont les voisins d'Epstein. Je vous mets tout ça en photo, je vous retrouve tout de suite après. Alors, ci-dessous, vous avez une carte détaillant toutes les parcelles avec leurs propriétaires respectifs. Pour être clair, les Kings, la famille Kings, qui sont des éleveurs mais aussi des politiciens du Nouveau-Mexique, possèdent des terres sous de nombreux noms. Sachez également que l'État du Nouveau-Mexique possède des terres adjacentes, en plus d'une parcelle de terrain juste au milieu de la parcelle d'Epstein. En fait, ce qui veut dire que c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que le gouvernement du Nouveau-Mexique, pour aller sur une de leurs parcelles, ils doivent demander l'autorisation à Jeffrey Epstein, du jamais vu. Après, il y a deux autres parcelles plus petites appartenant également à Cypress Inc., la compagnie d'Epstein. Elle est indiquée sur la carte, qui font toutes deux partie de la grande parcelle, c'est-à-dire l'ensemble de la parcelle Epstein. Et puis aussi, vous avez Alexander LLC. C'est en effet une petite représentation de la plus grande terre juste au nord, qui est également sous le nom de Alexander LLC, qui constitue la grande parcelle utilisée pour les films hollywoodiens. Et oui, en effet, le nord de la parcelle de Jeffrey Epstein, c'est énorme, c'est des dizaines et des dizaines de kilomètres carrés, et beaucoup de ces parcelles sont utilisées dans des films très fameux, des westerns, mais aussi d'autres films hollywoodiens. Alors bien sûr, la raison pourquoi je vous parle de tout ça, ça n'a peut-être pas vraiment un très grand intérêt à part entière, apparemment, mais ça en a un intérêt, puisque quand on sait que énormément de jeunes filles se sont fait abuser au ranch, au Zorro Ranch au Nouveau-Mexique, eh bien, on doit essayer de comprendre son voisinage, on doit essayer de comprendre comment cette terre est engoncée entre des terres qui appartiennent au gouverneur du Nouveau-Mexique. Elles sont engoncées et entourées des terres qui appartiennent à Hollywood, que Hollywood utilise pour faire ses films, et des terres qui sont aussi, qui enclosent elles-mêmes les terres du gouvernement. C'est du jamais vu, c'est vraiment très bizarre, c'est pas normal, et c'est certainement encore moins normal quand on sait ce qui s'est passé au Zorro Ranch. Donc c'est pour ça qu'on se pose la question en étant de savoir, est-ce que tout ça, c'est pas quelque chose de beaucoup plus gros? Est-ce que c'est pas en effet, quelque part, on a essayé d'isoler un terrain assez énorme au Nouveau-Mexique pour pouvoir y faire un certain nombre de choses, et nous essayons en tout cas de comprendre qu'est-ce qu'ils essayaient de faire. Il semblerait qu'il y avait un plan, il semblerait qu'il y avait une sorte de stratégie, et pour ça, il faut se poser un certain nombre de questions. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours être sur la bonne piste, mais en tout cas, on va essayer de poser un maximum de questions et voir ce qui fait le plus de sens à nos yeux. Voilà, donc je continue sur un point d'intérêt qui me paraît en tout cas assez intéressant à regarder d'une manière tout simplement nominative, essayer de comprendre pourquoi certains terrains appartiennent à certaines personnes et qu'est-ce qu'ils y font. Je vous mets tout de suite en image, vous l'avez vu un petit peu plus tôt certainement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait une station solaire qui est engoncée sur une parcelle entre celle de Bill King, qui est donc le frère de Gary King, l'avocat général à l'époque du Nouveau-Mexico, et bien sûr les terrains de Jeffrey Epstein. Donc il y a une parcelle ici, il avait construit une station solaire qui n'est raccordée à absolument rien. Donc on peut se demander pourquoi quelqu'un allait ou devrait construire une source d'énergie sans avoir en tout cas des locaux ou quelque chose qu'il pourrait alimenter. Donc des questions restent à poser, et c'est aux enquêteurs comme moi, comme beaucoup d'entre nous, en tout cas, à y amener des réponses. On sait que, en tout cas, et je vous mets ça en image, je vous récupère tout de suite, la compagnie, elle s'appelle Mexico Solar Station LLC. Okay. Elle avait été achetée en 2006 par un monsieur qui s'appelle Max Lee Keener. C'est un éleveur de longue date. Il est très connu à Santa Fe. Il est propriétaire aussi de Santa Fire Property, mais aussi d'autres entreprises au Nouveau-Mexique. C'est quelqu'un de très fortuné. C'est un donateur de campagne électorale. Il avait d'ailleurs de surcroît supporté Gary King, le fils de Bruce King, en 2010 pour sa nomination en tant que avocat général du Nouveau-Mexique. Et puis, il va supporter beaucoup de comités, d'associations, d'élevage, etc. Et c'est certainement pas, en tout cas, un petit pecno du coin. C'est quelqu'un qui est diplômé à Harvard. Il a reçu son diplôme en 1968, et on sait, à travers nos recherches, que c'est quelqu'un qui a énormément de fascination pour le monde de l'espace. Il est, en tout cas, sur son compte Twitter, si vous y allez, vous allez retrouver un certain nombre d'organisations, d'individus, par contre, qu'il supporte
et beaucoup de pages qui sont consacrées à des astronautes, à la NASA, à la recherche spatiale. Et il est aussi un ami, donc il suit Bill Gates, mais aussi Monsieur Virgin Atlantic, Monsieur Richard Branson. Alors, je ne sais pas si, tout comme moi, vous vous posez la question en disant pourquoi ces noms, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Vous êtes sur l'île aux pédos aux orgies, le voisin, c'est Richard Branson. Vous parlez de voyage avec le Lolita Express, que ce soit à Paris ou sur l'île Saint-James, vous avez Bill Gates et Melinda Gates. Comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on regarde ou qu'on a affaire à quelqu'un dans l'entourage de Jeffrey Epstein, ils ont les mêmes connexions? On doit se poser les questions. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait un petit tour. Je sais que c'est un petit peu technique, la partie terrain et tout, mais on ne peut pas parler du Zorro Ranch, qui est quand même un endroit absolument énorme, sans essayer de comprendre un petit peu comment il se situe par rapport à qui il se situe. Voilà, en tout cas, je pense et j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous retrouve tout de suite dans la troisième partie du Zorro Ranch. Vous allez voir que ça va en effet quelque part. On va aller quelque part et je pense que vous n'avez pas vraiment l'idée ou peut-être certainement la compréhension de qu'est-ce que vraiment était le Zorro Ranch, qui était derrière tout ça et en fait, quels étaient vraiment les grands plans derrière tout ça. Et ça, on l'a découvert, on va le partager. Donc, soyez patients, on y arrive. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'appuyer sur tous les petits boutons qui vont bien. J'ai besoin de votre support. Ma chaîne n'est pas encore même à 1000 abonnés, ce qui veut dire que je ne fais pas de bruit du tout. Et puis, plus important, je dédie énormément de temps à faire ces vidéos. Donc, votre support serait bien sûr très apprécié. Je vous dis merci à tous ceux qui se sont récemment abonnés. Merci à tous ceux qui me supportent. N'oubliez pas de faire des commentaires, c'est très important. J'essaie de répondre à tout le monde en tout cas. Des fois, si je ne réponds pas, c'est que tout simplement, je ne veux pas toujours partager les informations sensibles avec vous. Il faut le comprendre, c'est une enquête. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Allez, merci. Ciao.